Dans cette courte vidéo, l'objectif c'est suite à la mesure du comportement, c'est de pouvoir identifier les différents obstacles à la mesure du comportement, qui sont au nombre de 3, et de voir comment on peut neutraliser ces obstacles. Donc le premier qu'on peut rencontrer par rapport à la mesure du comportement, c'est le problème de précision, c'est-à-dire voir l'écart entre ce qu'on a vraiment mesuré et les événements réels. Donc ça, on peut tout à fait s'en rendre compte quand effectivement on prend des données et qu'on se dit ah, c'est pas exactement ce que j'ai vu, pourtant j'ai l'impression que c'est plus, j'ai l'impression que c'est moins. Voilà. Donc on se dit voilà, la précision de la mesure est pas optimale entre ce qu'on voudrait observer et ce qu'on s'attend à observer et les événements réels. Donc ça, c'est un premier obstacle qui peut être assez gênant. Le deuxième obstacle qu'on peut rencontrer dans la mesure du comportement, c'est un problème de fiabilité, c'est-à-dire qu'au cours du temps, on mesure plus ou pas tout à fait la même chose. Du coup, c'est vrai qu'on perd en fait en précision, et du coup, ça a une influence sur la précision. Donc faire en sorte qu'on mesure vraiment toujours la même chose au fur et à mesure que le temps passe, puisqu'effectivement quand ça fait 6 mois qu'on mesure les stéréotypies ou un autre comportement, il peut arriver que effectivement on perde en précision, ou qu'on laisse passer certains comportements, donc on perd en fiabilité. Puis, quand on mesure comment dire, quand on mesure un comportement, on peut avoir un problème de validité. Le problème de validité, c'est ce qui arrive quand on pense mesurer quelque chose et qu'au final, on mesure pas exactement cette chose-là. Pour donner un exemple précis, on peut dire que voilà, on veut mesurer le fait d'être on task euh, pour un enfant qui est à l'école. Voilà, on veut mesurer combien de temps il passe vraiment dans la tâche. Et ce qu'on va mesurer, c'est par exemple le temps où il reste assis sur sa chaise. Vous pouvez avoir une super performance sur le fait de rester assis sur sa chaise. Et finalement, est-ce que ça représente vraiment le fait d'être on task? Est-ce que la mesure du comportement reflète vraiment ce que vous voulez observer au final? Pas forcément. Donc là, c'est vraiment une histoire de bien définir opérationnellement son comportement pour pas avoir un problème de validité. Comment on peut s'apercevoir de ces trois obstacles, hein, donc fiabilité, validité et précision? C'est en faisant un accord interobservateur. Donc en quoi c'est un accord interobservateur? Tout simplement, on va mesurer le pourcentage d'accord des différents observateurs sur ce qu'on mesure. Donc si on mesure un comportement en fréquence, par exemple, on va prendre la plus basse observation d'un des observateurs, divisé par la plus haute observation, et on va multiplier ça par 100, on va avoir un pourcentage d'accord entre les deux observateurs, ou les trois observateurs. Si on mesure un comportement par intervalle, c'est exactement la même chose. On va regarder dans les données brutes le nombre de fois où on a coché les mêmes intervalles, c'est-à-dire présence et absence du comportement, sur le nombre total d'intervalles. Donc imaginons, il y a 20 intervalles à mesurer. Sur les 20 intervalles, il y en a 16 où on a coté la même chose, c'est-à-dire à la fois le comportement était présent ou il était absent. Et donc, on va multiplier 16 divisé par 20, multiplié par 100, et on va avoir notre pourcentage d'accord. Donc en l'occurrence, si on prend 16 sur 20, on multiplie 20 par 5 pour arriver à 100, donc 16 par 5, ça nous donne 80% d'accord interobservateur. C'est ce qu'on souhaite, 80%, voire 90%. Plus vous allez avoir une exigence haute en termes d'accord interobservateur, et plus vous allez être sûr que tout le monde mesure bien la même chose, et que votre définition comportementale est correcte, et que vous mesurez bien ce que vous voulez mesurer, et qu'au fur et à mesure du temps, vous n'allez pas avoir de perte dans les données. Donc ça, ce sont les deux principales méthodes de mesure de l'accord interobservateur. Donc,
Après, il y a des variations que je vais juste présenter à l'oral, hein, mais qui tombent un peu sous le sens, qui sont un peu dans la logique. C'est-à-dire que si vous avez 20 intervalles et que vous en avez 4 de désaccord, bah, vous allez mesurer votre pourcentage de désaccord et vous allez soustraire ça à 100% pour avoir votre pourcentage d'accord. Ça prendra moins de temps, ce sera plus rapide à faire de mesurer les désaccords que les accords et puis de soustraire après. Donc ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais on peut effectivement mesurer les désaccords pour avoir les accords ensuite. Donc, viser 90% d'accords interobservateurs, c'est mieux que vous puissiez faire. Voilà pour l'accord interobservateur. Lorsqu'on fait ça, on peut faire ça en clinique, on n'est pas obligé de faire ça que dans la recherche pour faire un article. On peut faire ça en clinique, quand on fait des jeux de rôle, on regarde une vidéo, chacun cote dans son coin, en essayant de jouer le jeu au maximum, et à la fin de la vidéo, on regarde à quel pourcentage on est d'accord, et dans ce cas-là, quand on met un comportement en apprentissage ou qu'on vise un comportement problème, on est sûr que toute l'équipe, les parents, n'importe qui intervient avec l'enfant, a bien la même vision que ce que vous avez voulu mettre en place. Voilà pour l'accord interobservateur.